Le tonnerre a craqué si fort cette nuit-là qu'il a fait trembler les fenêtres de notre chambre juste avant que mes os ne se rompent. J'étais à 37 semaines de grossesse, à haut risque selon les notes de l'obstétricien. Et j'avais supplié mon mari de rester près de la maison toute la semaine. Il avait promis. Promis qu'il serait là à la seconde où j'aurais besoin de lui. Mais quand la douleur a frappé et que j'ai senti le flux chaud de liquide imprégner mon pantalon de survêtement, il était déjà à mi-chemin de la porte. Écoutez, ce n'était pas un accident de mauvais timing aléatoire. J'avais passé 6 mois à remarquer de petites choses bizarres. Les écartant comme du stress professionnel. Me disant que j'étais juste hormonal et que je surinterprétais. J'avais tort. Tellement tort qu'au moment où j'ai touché le sol de notre entrée, agrippant mon ventre gonflé et hurlant à travers les contractions, tous les doutes que j'avais jamais eus se sont abattus sur moi d'un coup. La pluie était biblique. Une averse torrentielle, tombant de biais, qui a inondé notre allée de banlieue texane en quelques minutes. Notre maison est une maison standard de classe moyenne, 3 chambres, 2 salles de bain. Le genre dans lequel nous avions investi chaque centime disponible pour un prêt hypothécaire de 5 ans. Nous avions réduit les repas à emporter, sauté les vacances. Payé des extras sur nos prêts étudiants chaque mois juste pour construire quelque chose de stable. Pour notre bébé. Ou du moins, je pensais que nous le construisions ensemble. J'ai entendu sa voiture arriver rapidement, les pneus dérapant sur l'asphalte mouillé. Juste au moment où ma première contraction brutale m'a plié en deux. J'ai rampé du salon au couloir, mes genoux raclant le parquet froid. Du sang tachant déjà mon pantalon. Je pouvais à peine respirer. Ma gorge brûlait à force de halter si fort. Tout ce que je pouvais faire était d'essayer de l'atteindre. De lui faire voir que j'étais en train de mourir là, dans notre maison. Ethan Clark a ouvert la porte d'entrée en la claquant, et j'ai ouvert la bouche pour crier à l'aide. Mais les mots sont morts dans ma gorge quand j'ai vu qui était avec lui. Une femme. Trempée de la tête aux pieds, le corps tremblant comme si elle avait froid ou était blessée. S'accrochant fermement à son bras. Ses cheveux étaient collés à son visage, sa fine robe complètement mouillée. Et Ethan avait enveloppé entièrement son manteau d'hiver de marque autour de ses épaules. Le manteau que j'avais économisé 3 mois pour lui acheter pour notre anniversaire. Il ne m'a même pas jeté un regard sur le sol. Pas un seul coup d'œil. Toute son attention était rivée sur elle. Sa voix tranchante et paniquée d'une manière qu'il n'avait jamais utilisée pour moi. Même pendant mes pires complications de grossesse. Hey, reste avec moi. D'accord? Juste un peu plus loin. Les urgences sont à 10 minutes. Tu vas t'en sortir. Je l'ai fixé, engourdi pendant une demi-seconde. Comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait. J'avais passé 9 mois à porter notre enfant. J'avais géré des nausées matinales si sévères que j'avais été hospitalisé 2 fois. J'avais travaillé mon poste administratif à temps partiel jusqu'à cette semaine. Parce que nous ne pouvions pas nous permettre de sauter un salaire. Ne pouvions pas couvrir l'hypothèque mensuelle et la compte pour la garderie avec seulement son salaire. Et voilà qu'il se précipitait pour emmener une inconnue à l'hôpital pendant que sa femme saignait. Sur le sol. J'ai forcé ma voix à sortir, tremblante et brisée. Assez fort pour couvrir la pluie qui martelait le toit. Ethan. Mes os se sont rompus. Je saigne. J'ai besoin que tu m'emmènes aux urgences maintenant. C'est alors qu'il a enfin baissé les yeux sur moi. Son expression ne contenait ni peur, ni inquiétude, ni culpabilité. Elle contenait de l'agacement. Une irritation pure et non filtrée. Comme si j'avais interrompu une urgence qui importait plus que moi et notre bébé. Il a resserré le manteau autour de la femme, la protégeant du courant d'air venant de la porte. Et a soupiré comme si je faisais une crise triviale. Je ne peux pas pour l'instant. A-t-il dit platement. Chloé est blessée. Elle a besoin de soins d'urgence immédiatement. Chloé. Chloé Bennett. J'avais déjà entendu le nom.
Enfoui dans des histoires de travail rapide qu'il marmonnait pendant le dîner. Une nouvelle collègue, avait-il dit. Juste une membre de l'équipe au sol des ventes. Rien de plus. Je l'avais cru. Chaque mensonge. La femme a jeté un coup d'œil dessous son manteau, les yeux grands et larmoyants. Une fausse sympathie douce sur tout le visage. Elle n'avait pas l'air blessée. Pas de coupure visible, pas de bleu, pas d'os cassé. Juste effrayée, froide et s'accrochant à mon mari comme si elle lui appartenait. Je suis vraiment désolé, a-t-elle murmuré, mais elle ne le pensait pas. Elle n'a pas bougé pour le laisser rester. Elle n'a pas reculé, n'a pas proposé d'appeler une ambulance pour moi. Elle s'est juste accrochée plus fort à son bras. Je ne savais pas, je ne voulais pas causer de problèmes. Des problèmes. C'est ce que j'étais. Des problèmes pour avoir un accouchement à haut risque pendant que sa maîtresse avait besoin d'une visite à l'hôpital par une nuit pluvieuse. Mes mains sont devenues glacées alors. La douleur dans mon abdomen a culminé si fort que je me suis évanoui pendant une fraction de seconde. Quand j'ai cligné des yeux pour me recentrer, plus de sang s'infiltrait dans mon pantalon, sombre, chaud et terrifiant. Je savais assez de mes rendez-vous chez l'obstétricien pour reconnaître les signes. Ce n'était pas un saignement normal d'accouchement. C'était un décollement placentaire. Potentiellement mortel pour moi et le bébé. J'ai essayé une fois de plus. Désespérée. Suppliante maintenant. Sans plus aucune fierté. Ethan. S'il te plaît. C'est une urgence. Le bébé est en danger. Appelle au moins une ambulance. Ne me laisse pas ici seul. Il a secoué la tête, reculant déjà dans la pluie, un pied dehors. Il a attrapé ses clés de voiture sur la table de l'entrée. Sans jamais se baisser pour vérifier comment j'allais. Les ambulances prennent trop de temps et le copay des urgences est plus élevé si on prend un trajet. Je dois emmener Chloé aux soins urgents du centre-ville. Elle fait une crise de panique et ne peut pas respirer. Tu vas t'en sortir pendant 10 minutes. Appelle juste un covoiturage. 10 minutes. Il m'a laissé saigner sur le sol de notre couloir pendant 10 minutes. Pour une crise de panique d'une autre femme. Avant que je puisse dire un autre mot, il a claqué la porte d'entrée. Le bruit a résonné dans la maison vide, fort et définitif. J'ai entendu le moteur de sa voiture rugir, les pneus patinant dans la boue, s'éloignant dans la rue. Il n'a pas hésité. Il n'a pas regardé en arrière. Il est simplement parti avec elle, dans la tempête torrentielle, me laissant. Moi et notre enfant à naître, nous débrouiller seuls. La maison est devenue complètement silencieuse après ça. Sauf pour le tonnerre et la pluie qui battaient contre chaque mur. J'étais allongé là sur le parquet, tremblant si fort que mes dents claquaient. Le chauffage s'était coupé plus tôt dans la journée. Un appareil HVAC défectueux que nous avions repoussé de réparer à cause des coups. Le vent froid et pluvieux s'infiltrait par les fissures des fenêtres, me glaçant jusqu'aux os. J'ai sorti mon téléphone de ma poche avec des mains tremblantes. Ma vision se brouillait maintenant, des taches dansant devant mes yeux à cause de la perte de sang. J'ai essayé d'appeler le 911 en premier. Mais mes doigts ont glissé sur l'écran 3 fois avant de composer correctement. Au moment où l'opératrice a décroché, je pouvais à peine parler à travers les contractions. Voici la chose que personne ne vous dit sur ces moments. Vous ne criez pas et ne vous battez pas et ne ragez pas comme dans les films. Vous devenez silencieuse. Votre corps s'éteint. Tout ce que je pouvais faire était de murmurer mon adresse encore et encore. Leur dire que j'étais à 37 semaines de grossesse et que je saignais abondamment. L'opératrice m'a dit que l'aide arrivait dans 7 minutes. 7 minutes semblaient 7 heures. J'ai rampé jusqu'à la porte d'entrée. Les déverrouiller et les maintenues ouvertes avec une chaussure pour que les secouristes ne perdent pas de temps à forcer l'entrée. Chaque mouvement envoyait une douleur vive et piquante dans mon bas-ventre. En attendant, mon téléphone a sonné une fois. Un texto d'un numéro inconnu.
J'ai failli l'ignorer, mais mes yeux ont capté l'aperçu sur l'écran de verrouillage. C'était une photo. Ethan, assis dans sa voiture sur un parking, se penchant par-dessus la console centrale pour embrasser Chloé. La pluie striait le pare-brise derrière eux. Et mon manteau d'anniversaire était encore enveloppé autour de ses épaules. Pas de légende. Juste la photo. Envoyée à mon numéro anonymement. Ma poitrine s'est serrée. Toute la tension silencieuse et non abordée de l'année dernière s'est abattue sur moi. Les nuits tardives au travail. Les charges d'essence inexpliquées sur notre relevé bancaire. La façon dont il avait commencé à supprimer son historique de textos chaque soir. La façon dont il avait arrêté de me toucher, arrêté de demander des nouvelles du bébé. Arrêté de se soucier de notre vie commune. Ce n'était pas nouveau. Cette liaison durait depuis des mois. Peut-être plus longtemps. J'avais été trop occupé à travailler. Trop occupé à stresser pour les factures et les rendez-vous médicaux et à préparer notre bébé. Pour voir la vérité qui me fixait en face. Les secouristes sont enfin arrivés quelques secondes plus tard. Se précipitant avec une civière et de l'oxygène. Ils m'ont soulevé doucement, mais chaque secousse de la civière me faisait saigner davantage. Une des urgentistes, une femme gentille nommée April Cox, a pressé une serviette stérile entre mes jambes et a froncé les sourcils en voyant la quantité de sang. Madame, vous êtes en détresse sévère. Nous vous emmenons directement à l'unité d'urgence de travail. Accouchement. Vos constantes chutent rapidement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mes yeux restaient fixés sur la rue pluvieuse vide dehors, devant ma porte d'entrée. Attendant une voiture qui ne viendrait jamais. Attendant un mari qui avait déjà choisi quelqu'un d'autre plutôt que sa famille. Ils m'ont emmené dans l'ambulance, ont claqué les portes contre l'averse. Et ont foncé vers l'hôpital. La sirène hurlait assez fort pour couvrir la pluie. Mais elle ne pouvait pas couvrir la pensée calme et terrifiante qui s'installait dans mes os. Je savais déjà, avant même d'atteindre les urgences, que rien ne serait plus jamais OK. Et quelque part dans cette tempête, Ethan était encore assis dans une salle d'attente d'hôpital. Tenant la main d'une autre femme. Complètement inconscient du cauchemar qu'il m'avait laissé affronter seul. Le trajet en ambulance ressemblait à une expérience hors du corps. Je fixais la lumière clignotante au plafond, mon corps rebondissant à chaque bosse sur la route. Et je ne pouvais traiter rien d'autre que la peur épaisse et froide enveloppant mes poumons. Les urgentistes travaillaient vite, me branchant sur des fluides 4. Surveillant ma tension artérielle sans arrêt. Leur bavardage professionnel calme remplissant le petit véhicule. J'avais visité cette exacte unité de travail et accouchement 3 fois pour les cours prénataux. J'avais choisi la chambre privée améliorée. Payé les frais supplémentaires de ma poche parce que je voulais des heures calmes et tranquilles. Avec mon nouveau-né. J'avais planifié chaque petit détail pour ce jour. Rien de cela n'incluait d'être seul, en train de saigner. Pendant que mon mari s'occupait d'une autre femme. Reste avec moi, c'est tout ce que je me répétais. Reste éveillé pour le bébé. J'avais passé 9 mois à nourrir cette petite vie, sacrifiant tant pour la garder en sécurité. J'avais coupé toute la caféine, sauté mes brunchs préférés du week-end. Enduré des prises de sang sans fin et des échographies. J'avais même pris un deuxième poste saisonnier en retail pendant les fêtes pour stocker des fournitures pour bébé. Parce qu'Ethan disait que son bonus de fin d'année était serré et que nous ne pouvions pas nous permettre de dépenser. Il s'est avéré que son argent allait simplement ailleurs entièrement. Nous sommes arrivés à la baie d'urgence de l'hôpital en moins de 5 minutes. Les portes automatiques se sont ouvertes grand. Et une équipe d'infirmières de travail et accouchement s'est précipitée avec un fauteuil roulant et un kit d'accouchement d'urgence. La pluie tombait encore fort, le vent fouettant à travers la baie. Trempant les bords de ma blouse d'hôpital avant qu'il ne puisse même me rouler à l'intérieur. Je tremblais de façon incontrôlable maintenant, ma peau moite. Chaque contraction arrivant plus vite et plus forte que la précédente. Une infirmière nommée Amy Porter a pris ma main dès que j'ai été transféré sur le lit d'hôpital.
Sa poigne était ferme et stable. Le genre de calme que seul le personnel médical qui voit les pires scénarios chaque jour peut offrir. Elle n'a pas demandé où était mon partenaire. Elle n'a pas poussé pour des détails. Elle a juste commencé à travailler, ajustant mes moniteurs, vérifiant ma dilatation. Parlant doucement pour me garder ancré. Votre placenta s'est partiellement détaché, a-t-elle dit franchement, sans enrober la vérité. Nous préparons un accouchement d'urgence maintenant. Le rythme cardiaque du bébé chute. Et votre saignement ne ralentit pas. Nous devons agir vite. J'ai serré sa main si fort que mes articulations ont blanchi. Ma gorge brûlait de larmes non versées, mais j'ai refusé de pleurer. Pleurer signifiait de la faiblesse. Pleurer signifiait laisser le chaos de la nuit me briser avant même que je me batte pour mon enfant. J'avais toujours été la stable dans notre mariage. Celle qui suivait chaque facture, planifiait chaque rendez-vous. Se souvenait de chaque échéance familiale. Ethan était le libre esprit. Celui qui pouvait aller et venir comme il voulait pendant que je tenais toute notre vie ensemble. Ils m'ont roulé dans une salle d'opération stérile quelques secondes plus tard. Les lumières blanches vives brûlaient mes yeux. Les bips des machines médicales m'entouraient, stables et incessants. Un médecin est entré, s'est présenté rapidement avant de se laver pour la procédure d'urgence. Elle a expliqué les risques en termes clairs et simples, accouchement prématuré. Hémorragie maternelle sévère, besoin potentiel de transfusion sanguine. Il n'y avait pas de temps pour des retards d'anesthésie, pas de temps pour attendre la famille. J'étais allongé la seule sur cette table d'opération, à moitié nu, vulnérable. Me battant pour deux vies. Pendant qu'Ethan était assis dans une salle d'attente d'un autre hôpital à 20 minutes de là. Je repassais sans cesse ces mots dans ma tête. Elle fait une crise de panique. Tu vas t'en sortir pendant 10 minutes. Une crise de panique n'était pas potentiellement mortelle. Un décollement placentaire l'était absolument. Il avait choisi une crise émotionnelle passagère de sa maîtresse plutôt que la vie de sa femme et de son enfant, et ce choix était gravé dans mon cœur pour toujours. Les 2 heures suivantes se sont brouillées en vagues d'agonie et de terreur froide. J'ai poussé à travers l'épuisement, à travers la douleur aveuglante. À travers la peur constante que mon bébé ne survive pas. L'équipe médicale ne m'a jamais quitté, me guidant à travers chaque contraction. Ajustant mes constantes, travaillant sans relâche pour me stabiliser. Mais personne ne pouvait combler l'espace vide à côté de moi. Personne ne pouvait remplacer le partenaire qui était censé tenir ma main. Murmurer des encouragements, célébrer ce moment avec moi. À un moment, entre deux poussées. J'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir de la station des infirmières. Mes mains tremblaient encore, ma vision floue. Mais je me suis forcé à ouvrir notre application bancaire commune. J'avais configuré des comptes partagés il y a des années. À l'époque où nous nous faisions entièrement confiance. À l'époque où nous étions un jeune couple construisant un avenir. J'avais toujours géré les finances, suivi les paiements hypothécaires. Couvert les factures d'utilité, alloué de l'argent pour les courses et l'essence. Ce que j'ai vu a rendu mon sang plus froid que l'air stérile de l'hôpital. De petits retraits constants. Des centaines de dollars chaque semaine pendant les 6 derniers mois. Avances en espèces, charges de restaurants aléatoires. Achats dans des boutiques de vêtements où je n'avais jamais fait de shopping. Toutes des transactions que j'avais manquées parce qu'Ethan avait supprimé manuellement les relevés. Mensuels chaque fois que je téléchargeais nos logs budgétaires. J'avais été tellement concentré sur la réduction des coûts. À sauter les petits luxes pour couvrir les besoins de notre bébé. Pendant qu'il dépensait notre revenu commun sur une autre femme. J'ai vu une charge pour une journée spa de luxe, un acompte pour une bijouterie. Un frais d'adhésion mensuel pour une auberge boutique en centre-ville. Tout sur notre compte marital. Tout de l'argent qui aurait dû aller à notre hypothèque, notre dette étudiante restante. Nos dépenses à venir pour le bébé. La vie de classe moyenne au Texas ne laisse pas d'argent en trop pour des liaisons secrètes. Chaque dollar que nous avions était gagné grâce à des heures supplémentaires et des week-ends sautés. Et une budgétisation prudente. Il avait volé chaque centime à notre famille.
J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai mis de côté, n'ayant plus la volonté de pleurer. La tristesse s'est estompée en une rage vive et calme. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était prémédité. Des mois de mensonges, des mois de trahison financière. Des mois de choix de quelqu'un d'autre plutôt que la vie que nous avions construite ensemble. J'avais pardonné ses nuits tardives auparavant. J'avais excusé son attitude distante comme un burnou professionnel. J'avais ignoré chaque drapeau rouge parce que je croyais en l'avenir que nous nous étions promis. Le pire était de savoir que notre communauté ne verrait jamais les choses ainsi. Les petits quartiers de banlieue prennent toujours le parti de la personne qui semble normale en surface. Ethan était le charmant représentant commercial local. Le gars qui saluait les voisins et entraînait une équipe de petite ligue le week-end. J'étais la femme enceinte calme qui restait à la maison et gérait la maison. Les gens m'appelleraient amère. Ils diraient que je réagissais de manière excessive. Ils blâmeraient mes hormones de grossesse pour avoir brisé notre parfaite petite famille. Peu après minuit, le pire est arrivé. J'ai donné naissance à notre petite fille. Elle était minuscule, fragile, née plusieurs semaines en avance. Mais elle a laissé échapper un cri doux et faible à la seconde où elle est entrée dans le monde. Pendant une fraction de seconde, malgré toute la douleur, malgré la trahison qui me brisait, j'ai ressenti de l'espoir. J'avais réussi. Je l'avais sauvée. J'avais traversé chaque cauchemar de cette nuit pluvieuse pour amener mon bébé au monde. Mais cet espoir est mort vite. Ses constantes ont chuté en 60 secondes. Sa respiration est devenue superficielle, son rythme cardiaque a plongé. La salle a explosé en bruits médicaux urgents. Des infirmières se sont précipitées avec du matériel de réanimation néonatale, soulevant son petit corps loin de moi avant que je ne puisse même la tenir pour la première fois. J'ai regardé impuissante pendant qu'il roulait mon bébé hors de la salle d'opération vers l'unité de soins intensifs néonatales, chaque bip des moniteurs devenant plus frénétique. Juste au moment où il partait, mon propre corps a lâché. L'hémorragie postpartum a frappé de plein fouet. Le sang a coulé de façon incontrôlable, ma tension artérielle chutant à des niveaux dangereux. Le médecin a crié des ordres d'urgence, appelant pour une transfusion sanguine urgente et une chirurgie de réparation d'urgence. Je m'affaiblissais rapidement, ma vision s'assombrissant sur les bords, mon corps complètement vidé d'énergie. Avant de m'évanouir sur la table d'opération, ma dernière pensée consciente était pour Ethan. Je me demandais s'il était encore assis dans cette salle d'attente de soins urgents. Je me demandais s'il avait même vérifié son téléphone, s'il avait remarqué mes appels manqués. S'il se souciait le moins du monde que sa femme se battait pour sa vie et que son bébé se battait pour respirer. Je me suis réveillé des heures plus tard dans une chambre de récupération sombre. La pluie s'était arrêtée dehors, le ciel devenant gris pâle avec l'aube du matin. Mon corps semblait avoir été fendu, chaque muscle douloureux. Mon abdomen tendu et sensible à cause de la chirurgie. J'avais une perfusion dans le bras, des moniteurs bipant encore doucement à côté de mon lit. Un épais bandage enveloppé autour de mon bas du corps. La chambre était vide sauf pour moi. Pas de famille, pas d'amis, pas de mari. Juste le bourdonnement calme des équipements hospitaliers et le son distant des infirmières parlant. Dans le couloir. J'ai tourné la tête lentement, grimaçant à la douleur vive dans mon cou, et vérifié mon téléphone. Il était 6 heures du matin. 11 heures entières depuis que j'étais entré en travail et avais supplié Ethan pour de l'aide. 11 heures où je m'étais battu seul pour ma vie et celle de notre bébé. Je n'avais 0 appel manqué de lui. 0 texto. 0 vérification. Mais j'avais une nouvelle notification sur les réseaux sociaux. Enfouie sous des dizaines de messages d'alerte de l'hôpital. C'était une story publique du compte de Chloé Bennett, postée à 2 heures du matin ce matin-là. Une photo floue de sa main entrelacée dans celle d'Ethan. Assis sur une chaise dans une salle d'attente d'hôpital. La légende disait, reconnaissante pour mon personne, toujours là quand j'ai le plus besoin de lui. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge. J'ai fixé cette photo longtemps, engourdie et vide. Pendant que je saignais sur une table de chirurgie,
pendant que notre bébé prématuré se battait pour survivre dans une incubatrice de NICU. Il postait des moments doux et aimants avec la femme qu'il avait choisie plutôt que nous. Une infirmière est entrée une minute plus tard avec mon dossier patient mis à jour. Son expression douce mais sombre. Elle a hésité une seconde avant de parler, comme si elle choisissait ses mots avec soin. « Madame, je déteste apporter de mauvaises nouvelles après tout ce que vous avez traversé. » A-t-elle dit calmement. L'état de votre bébé s'est considérablement détérioré pendant la nuit. L'équipe de NICU fait tout son possible. Mais son pronostic est extrêmement réservé. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles pour l'instant. J'ai fermé les yeux. Je le savais déjà. Je le sentais dans mes os, la perte irréversible s'installant sur moi. Tous les sacrifices, toute la patience. Tout le pardon que j'avais donné à Ethan au fil des années n'avait abouti à rien. Il avait détruit notre famille en une seule nuit pluvieuse. Tout pour une liaison égoïste et passagère. Et juste au moment où je traitais cette vérité écrasante, mon téléphone a enfin sonné avec un message d'Ethan. C'était court, insouciant, complètement inconscient de l'enfer que j'avais vécu. Désolé d'avoir été occupé hier soir. J'espère que tu vas bien. Je rentrerai bientôt à la maison. Pour vérifier la maison. Pas de questions sur le bébé. Pas d'excuses pour m'avoir laissé mourir. Pas de reconnaissance des heures de terreur que j'avais endurées seul. Juste une mise à jour désinvolte. Comme si j'étais une voisine distante qu'il vérifiait par politesse. J'ai ouvert les yeux, fixant le plafond blanc de l'hôpital. Et pris ma première vraie décision de la nuit. Je n'allais pas supplier pour son amour. Je n'allais pas pleurer pour son remords. Je n'allais pas gaspiller une seconde de plus de ma vie pour un homme qui avait prouvé qu'il ne me choisirait jamais. J'ai ouvert la liste de contacts sur mon téléphone. Fait défiler jusqu'à l'avocate en droit de la famille que ma collègue m'avait recommandé des mois plus tôt, et tapé un seul message. J'ai besoin de déposer une demande de divorce immédiate. Saisie complète des actifs. Soutien conjugal complet. Pas de négociation. La seconde où j'ai envoyé, la porte de l'hôpital a grincé en s'ouvrant. J'ai levé la tête, m'attendant à une infirmière ou un médecin. Mais mon sang s'est glacé quand j'ai vu qui se tenait dans l'embrasure. Ethan était là, échevelé et les yeux fatigués. Mon manteau d'anniversaire encore drapé sur ses épaules. Et juste derrière lui, calme et modeste, se tenait Chloé Bennett. Je n'ai pas bougé d'un pouce quand ils sont entrés dans la chambre de récupération. Mon dos reposait à plat contre le lit d'hôpital relevé. Le tube de perfusion sortant de mon avant-bras. D'épais bandages chirurgicaux tirant fort sur mon bas-ventre. Chaque petit mouvement envoyait une douleur piquante à travers mes hanches. Mais j'ai maintenu ma posture rigide, pas de sursaut, pas de larmes. Pas de souffle tremblant pour leur donner la satisfaction de me voir craquer. Écoutez, après 11 heures seul à me battre pour ma vie et celle de mon bébé. Je n'avais plus rien à épargner pour leur culpabilité performative. Les chaussures d'Ethan Clark laissaient de légères traces humides sur le sol en linoléum. Il avait retroussé les revers de son pantalon de travail. Des taches sombres de la pluie de la nuit précédente allant jusqu'à ses chevilles. Le manteau de laine que j'avais économisé 3 mois de budget course pour lui acheter pendait. Lâche sur sa silhouette. Le même tissu enveloppé autour de Chloé Bennett des heures plus tôt quand il était parti pendant que je saignais dans le couloir. Elle s'attardait un demi-pas derrière lui, un fin cardigan serré autour de son torse. Les yeux brillants comme si elle pensait avoir erré dans une dispute familiale mineure au lieu d'une unité de récupération traumatique. Il a traversé la pièce en 3 enjambées rapides. S'est mis à genoux à côté du lit sans demander si je voulais qu'il s'approche. Ses mains ont tendu pour attraper les miennes, et j'ai retiré mes bras rapidement. Posant les 2 paumes à plat sur le drap stérile de l'hôpital. Le rejet a fait serrer sa mâchoire. Sa lèvre inférieure tremblotait comme s'il préparait déjà une histoire larmoyante fabriquée pour me reconquérir. Mia, je suis vraiment désolé, a-t-il commencé,
la voix épaisse et larmoyante. Le ton exact qu'il utilisait quand il avait trop dépensé en équipement de golf ou menti sur des quarts tardifs au travail. J'ai perdu la tête hier soir. Chloé spirale, pleine crise de panique. Pouvait à peine respirer. Je n'ai pas pris le temps de penser à quel point c'était grave pour toi. La maison. Je n'ai pas saisi à quel point ton urgence d'accouchement était sérieuse jusqu'à ce que je vérifie mes appels manqués il y a 1 heure. Je l'ai regardé fixement à travers lui, sans cligner, sans adoucir mon expression. Voici la chose, chaque mot sortant de sa bouche était un mensonge transparent. Son téléphone n'avait jamais quitté sa main pendant toute la nuit où il était assis dans la salle d'attente de cet autre hôpital. J'avais vu la story sur les réseaux sociaux qu'il avait laissé Chloé poster à 2 heures du matin. Leurs mains verrouillées comme des jeunes mariés. Il avait des dizaines de notifications de moi, 12 appels manqués, 8 mémos vocaux désespérés. Des textos avec des photos du sang imprégnant mon pantalon de survêtement. Il les avait ignorés tous délibérément. Pas d'accident, pas de lapsus de jugement d'une fraction de seconde. Un choix délibéré. Chloé s'est avancée un peu, la tête inclinée en ce qu'elle pensait probablement être du remords. Ses ongles étaient manucurés, un nouveau bracelet argenté brillant à son poignet. Exactement la charge bijouterie que j'avais repérée sur notre carte de crédit commune la nuit précédente en attendant la césarienne d'urgence. Je me sens vraiment affreuse pour ce qui s'est passé, a-t-elle murmuré. La voix douce et mielleuse. Je n'ai jamais eu l'intention de m'immiscer entre vous deux. Ethan m'a seulement conduite parce que j'étais terrifiée à l'idée de m'évanouir seule dans la tempête. Je ne savais pas que tes os s'étaient rompus, je le jure. Si je l'avais réalisé, je l'aurais fait rester pour t'aider. Un rire creux et amer m'a échappé dans la gorge. J'ai tourné mon regard pleinement sur elle alors, ne laissant plus Ethan absorber toute ma rage calme. Tu savais exactement ce que tu faisais, ai-je dit, le ton plat, sans élever la voix. Juste une clarté froide. Tu t'es accroché à son bras à la seconde où il est entré par ma porte d'entrée. Tu n'as pas reculé. Tu ne lui as pas dit d'appeler une ambulance pour moi. Tu t'es accroché plus fort pendant que je suppliais pour de l'aide sur le sol de notre couloir. Tu as posté une photo romantique de salle d'attente à 2 heures du matin pendant que je subissais une chirurgie d'hémorragie postpartum. D'urgence. Ne prétends pas être une innocente spectatrice prise dans le feu croisé. Son visage a pâli instantanément. Les yeux se tournant vers Ethan comme si elle s'attendait à ce qu'il intervienne et la défende. Il l'a fait exactement, déplaçant son poids pour bloquer la moitié de son corps de ma ligne de vue. L'instinct protecteur ne s'activant que pour la femme qui ne portait pas son enfant mourant. Mia, ne t'en prends pas à elle, a-t-il argumenté, la frustration perçant dans son ton. C'est entre toi et moi. Elle est déjà fragile. Elle ne peut pas gérer une confrontation maintenant. On peut parler en privé? En voilà dans la salle d'attente pour que je puisse tout expliquer correctement. J'ai soulevé mon téléphone de la table de chevet. Tapoté l'écran pour réveiller et ouvrir le log des transactions bancaires que j'avais examinées pendant mon attente pré-chirurgie. Je lui ai tendu l'appareil pour qu'il puisse voir la longue liste de retraits répétés. Charge de vêtements boutique, réservation spa. Séjour à l'hôtel, tous liés à notre compte chèque marital. Explique ça d'abord, lui ai-je dit. 6 mois de notre argent d'hypothèque et de prêts étudiants dirigés directement vers elle. J'ai pris des postes supplémentaires en retail saisonnier chaque week-end pour couvrir notre fonds d'acompte pour la garderie, sauter chaque dîner dehors avec des amis. Couper ma routine de soins de la peau sur ordonnance pour la marque générique de pharmacie afin que nous puissions économiser pour le berceau et le siège auto de notre bébé. Pendant ce temps tu dépenses des centaines par semaine sur ces dîners, bijoux, chambre d'hôtel pour la nuit. Ce n'est pas un détour pour une crise de panique unique. C'est une liaison secrète entièrement financée que tu as construite dans mon dos pendant 6 mois. Les yeux d'Ethan ont glissé vers l'écran, puis loin rapidement, incapable de soutenir mon regard.
Il a bredouillé pour une excuse, bafouillant des phrases partielles qui ne tenaient pas debout. C'était juste des sorties de travail mineures. Rien de sérieux, ces charges se sont mélangées avec les dépenses professionnelles d'équipe. J'ai oublié de séparer les reçus personnels. Garde ça, les jeux coupés sèchement. J'ai déjà envoyé par email chaque capture d'écran de relevé bancaire à mon avocate en droit de la famille ce matin. J'ai engagé Sarah Fischer, la meilleure avocate en droit de la famille du comté. Elle se spécialise dans les séparations maritales aux actifs avec infidélité prouvée et dissipation d'actifs matrimoniaux. Tout cet argent que tu as dépensé pour Chloé compte comme propriété commune gaspillée selon les règles du tribunal civil familial du Texas. Le juge ordonnera un remboursement complet dans notre patrimoine commun avant même que la division des actifs ne commence. Il m'a fixé comme si j'avais sorti un couteau de nulle part. Le choc remplaçant sa fausse tristesse. J'ai vu la panique s'infiltrer dans ses traits, non pas pour ma santé. Non pas pour notre nouveau-né en IQ. Mais pour la possibilité de perdre la moitié de son salaire et chaque actif que nous avions construit ensemble pendant 8 ans de mariage. C'est alors que ça a pleinement cliqué pour moi. Il ne m'avait jamais aimé. N'avait jamais valorisé la vie que nous avions construite. Il se souciait seulement de la stabilité que je fournissais, les factures organisées. La maison calme. La partenaire qui ne se plaignait jamais et ne questionnait jamais ses nuits tardives sans fin. Chloé s'est agitée inconfortablement derrière lui. Sa voix vacillante alors qu'elle parlait à nouveau. Je ne savais pas que l'argent venait de vos comptes communs. Ethan m'a dit qu'il avait son propre revenu discrétionnaire séparé, rien lié à vos coûts ménagers. Revenu discrétionnaire qui était censé couvrir les copais médicaux de ma grossesse à haut risque. Ai-je répliqué. Mes visites chez l'obstétricien seules coûtaient $120 de ma poche chaque mois. J'ai retardé la planification de mon échographie du 3e trimestre le mois dernier parce que nous n'avions pas d'argent en trop, pendant que tu lui achetais du parfum de designer en centre-ville. Un doux coup a retenti à la porte avant qu'Ethan ne puisse lancer une autre faible défense. Ami Porter. La même infirmière de travail et accouchement qui m'avait guidé à travers l'accouchement d'urgence est entrée dans la chambre en tenant un mince dossier médical pâle. Son regard a balayé Ethan et Chloé se tenant proches, puis s'est posé doucement sur moi. La sympathie professionnelle adoucissant son expression. Madame, j'ai besoin de vous mettre à jour sur l'état de votre bébé, a-t-elle dit. Gardant sa voix basse pour que je sois la seule à entendre. L'équipe de NICU a fait un tour complet de travail de laboratoire il y a 30 minutes. Ses niveaux d'oxygène ne se stabilisent pas malgré le support ventilateur. Sa fonction organique décline rapidement. Nous avons appelé le spécialiste pédiatrique pour vous parler dès que possible. Ma poitrine s'est effondrée au moment où ces mots ont atterri. Toute la force calme à laquelle je m'étais accroché pendant des heures s'est effilochée sur les bords, mais j'ai refusé de craquer en pleurant devant Ethan et sa maîtresse. J'ai tourné la tête pour fixer la fenêtre de l'hôpital. Le ciel gris couvert s'étendant au-dessus du parking. Les flaques de pluie restantes scintillant sur l'asphalte en dessous. La voix d'Ethan est tombée à un marmonnement paniqué. Enregistrant enfin le poids des nouvelles de l'infirmière. Qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé? Pourquoi personne ne m'a appelé plus tôt? Je suis son père, j'aurais dû être notifié à la seconde où ses constantes ont chuté. Tu étais occupé à réconforter Chloé dans un autre service d'urgence hier soir. Ai-je répondu platement, sans le regarder. Tu as ignoré chaque alerte que je t'ai envoyée sur mon urgence d'accouchement. Tu n'as pas accordé une seule pensée à notre enfant alors. Ne prétends pas que l'inquiétude paternelle importe soudain. Maintenant que le pire arrive. La main de Chloé a dérivé pour se poser sur le biceps d'Ethan. Un geste subtil et possessif qui a tordu mon estomac. Elle s'est penchée pour murmurer quelque chose de calme à son oreille. Des mots que je n'ai pas entièrement captés. Mais j'ai vu ses épaules se détendre légèrement à ce qu'elle a dit. Il a serré son poignet en réponse.
Un réconfort silencieux qu'il ne m'avait jamais offert une seule fois pendant 9 mois de complications brutales de grossesse. Il s'est retourné vers moi, essuyant de fausses larmes de ses joues avec la manche de mon manteau d'anniversaire, et a posé sa tête sur le bord du lit d'hôpital. Des sanglots dramatiques complets se déversant maintenant. J'ai tout gâché. Mia. Je le vois clairement maintenant. Je couperai tout contact avec Chloé aujourd'hui. Je remettrai chaque carte bancaire. Je te laisserai gérer toutes nos finances à partir de maintenant. Je prendrai des doubles heures supplémentaires pour rembourser chaque dollar que j'ai dépensé pour elle. Donne-moi juste une chance de réparer ça. De rester à tes côtés et à ceux de notre bébé à travers tout ça. Je ne peux pas perdre notre famille. J'ai soulevé mon téléphone une fois de plus, lui montrant le reçu envoyé du bureau de mon avocate, frais de rétention payés en totalité via mon compte d'épargne personnel. La pétition de divorce rédigée est prête pour dépôt au tribunal d'ici la fin de la journée demain. Il est déjà trop tard pour les secondes chances, lui ai-je dit. Tu as fait ton choix permanent pendant cet orage hier soir. Tu l'as choisi elle plutôt que moi. Plutôt que notre bébé. Plutôt que chaque promesse que nous avons échangée à notre hôtel de mariage il y a 8 ans. Je ne te pardonne pas, je ne négocierai pas. Et je n'entendrai aucune tentative de réconciliation. La seule chose restante à régler est la division des actifs ordonnée par le tribunal et les audiences de soutien conjugal. Avant qu'Ethan ne puisse supplier une autre ronde d'excuses. Les pas du pédiatre ont résonné dans le couloir dehors de la chambre. Le médecin venait délivrer la mise à jour finale et dévastatrice sur l'état défaillant de notre fille. J'ai regardé la posture d'Ethan changer, se tournant à moitié vers Chloé comme s'il voulait la protéger des douloureuses nouvelles à venir. Complètement inconscient du fait que j'étais sur le point de perdre la seule bonne chose que j'avais jamais construite avec lui. Le spécialiste pédiatrique est entré dans la chambre avec une gravité calme qui s'est installée sur chacun de nous. Le docteur Reed était d'âge moyen, aux yeux calmes. Le genre de médecin qui a vu toutes les nuances de deuil parental et ne perd pas de temps avec des préambules doux et vides. Elle a fermé doucement la porte de l'hôpital derrière elle, fermant le bruit du couloir. Et ce petit clic calme a sonné comme un verdict final résonnant à travers mes os. Ethan s'est redressé, ses faux sanglots s'arrêtant au milieu d'une respiration. Il s'est instinctivement déplacé vers moi comme s'il était sur le point de se tenir à mes côtés en Marie soutenant. Mais j'ai reculé mes épaules, créant une distance claire et infranchissable entre nous. Je ne voulais pas de son réconfort. Je ne voulais pas de son remords fabriqué. Je ne voulais rien de l'homme qui avait signé le destin de notre bébé avec son choix égoïste. Chloé s'est figée où elle se tenait. Son attitude timide précédente s'estompant en un malaise évident. Elle était venue ici pour jouer la tierce partie innocente et pleine de remords. Pour regarder Ethan supplier et gagner une sympathie plus douce. Elle ne s'était pas inscrite pour être témoin du deuil irréversible qu'elle avait aidé à causer. Le regard du docteur Reed a balayé les deux s'attardant au fond de la chambre de récupération avant de se poser uniquement sur moi, le seul parent qui s'était battu toute la nuit pour notre enfant. Mia, je vais être complètement transparente avec vous, a-t-elle dit, sa voix stable mais lourde. Le développement pulmonaire de votre petite fille est bien trop sous-développé pour son âge gestationnel. L'hémorragie maternelle sévère et le traumatisme placentaire pendant l'accouchement ont coupé le flux d'oxygène critique trop longtemps. Nous avons maximisé tout le support ventilateur et les protocoles d'intervention néonatale. Sa fonction cérébrale et cardiaque continue de décliner rapidement. Il n'y a plus d'intervention médicale que nous puissions faire pour inverser cela. Les mots sont restés épais dans l'air stérile, tranchant et incontestable. J'avais passé chaque nuit de ma grossesse à lui parler à travers mon ventre. À lui lire des livres pour enfants, à jouer de la musique douce. La suppliant de tenir jusqu'à sa date d'accouchement. J'avais enduré des piqûres d'aiguilles, des nuits sans sommeil, des douleurs chroniques. Tout pour lui donner un bon départ.
Et en une seule nuit orageuse, le choix d'Ethan avait effacé chacun de mes sacrifices. Mes yeux ont brûlé, mais je n'ai toujours pas pleuré. J'avais assez pleuré dans l'ambulance, assez sur la table d'opération. Assez en fixant ces mensonges sans fin au cours des 6 derniers mois. Le deuil s'était transformé en quelque chose de froid et solide dans ma poitrine. Un poids lourd que je savais que je porterais pour toujours. La voix d'Ethan s'est cassée, désespérée et incrédule. Comme s'il pouvait parler à la vérité médicale pour la changer. Ce ne peut pas être vrai. Elle criait quand elle est née. Elle était vivante. Il doit y avoir autre chose que vous pouvez faire. Je paierai n'importe quelle facture médicale. Quel qu'en soit le coût, sauvez-la juste. Le docteur Reed a secoué doucement la tête. Ce n'est pas une question financière. Monsieur. C'est une question de dommages organiques critiques. Les dommages sont irréversibles. Nous pouvons la maintenir sous support vital pendant quelques heures pour permettre du temps en famille. Mais son corps s'éteint. Il n'y a aucune probabilité de survie. J'ai regardé le visage d'Ethan s'effondrer, de vraies larmes perçant enfin son acte performatif. Pour la première fois de la matinée, sa douleur était authentique. Mais il était trop tard. Le regret ne réécrit pas les supplications d'urgence abandonnées. Il ne restaure pas l'oxygène aux poumons défaillants d'un bébé prématuré. Il n'efface pas les heures qu'il a passées à réconforter une autre femme pendant que sa fille se battait pour respirer seule. Chloé a enfin parlé. Sa voix petite et tremblante. Essayant de se distancier de la tragédie. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Je n'aurais jamais laissé partir s'il savait. Arrête de parler, les jeux coupés, ma voix basse et létale. Tu savais que j'étais enceinte. Tu savais qu'il était mon mari. Tu savais que nous avions une grossesse à haut risque. Tu as passé 6 mois à accepter l'argent de notre famille. Le temps de notre famille. L'avenir de notre famille pendant que tu te faufilais dans mon dos. Ne prétends pas être surprise. Par les conséquences maintenant. Je me suis tourné vers Ethan ensuite, mon regard sans ciller. Ne lui permettant plus de se cacher derrière ses larmes. Tu veux savoir ce que tu as fait hier soir, ai-je dit lentement. Tu n'as pas juste manqué une naissance. Tu as abandonné ta famille pendant une crise. Potentiellement mortelle. Tu as choisi une crise de panique déclenchée par ta liaison plutôt que l'hémorragie de ta femme et l'échec prématuré de ton bébé. Tu as dépensé les fonds médicaux de notre enfant sur les friandises de luxe de cette femme. Tu as menti, tu as trompé. Tu as drainé la sécurité de notre famille pour ton propre frisson égoïste. Et maintenant notre bébé en meurt. Il s'est affaissé à nouveau sur ses genoux, les mains couvrant son visage. Le corps secoué de sanglots violents. Je suis tellement désolé. Je ne me le pardonnerai jamais. Je reprendrai tout si je pouvais. Mia. S'il te plaît, ne me laisse pas seul avec ça. Ne dépose pas pour le divorce. Laisse-nous faire notre deuil ensemble. Laisse-nous nous réparer. Il n'y a plus de nous, lui ai-je dit platement. Nous sommes morts hier soir sous la pluie. À la seconde où tu m'as tourné le dos et est parti en voiture. Une infirmière est entrée quelques instants plus tard pour nous escorter vers la fenêtre d'observation de la NICU. La règle dans cet hôpital est qu'un seul parent peut entrer dans la chambre d'incubation privée à la fois, pour éviter de surstimuler les prématurés fragiles. Je n'ai pas hésité. Je me suis poussé hors du lit lentement. Ignorant la douleur chirurgicale vive flambant dans mon noyau. Et enfilé les chaussettes antidérapantes fournies par l'hôpital. Et marché vers la porte sans regarder en arrière ni l'un ni l'autre. J'étais la seule qui méritait de rencontrer ma fille. La seule qui s'était battue pour elle. La seule qui l'avait aimée fidèlement depuis la seconde où j'avais vu ce test de grossesse positif. La NICU était calme, faiblement éclairée. Remplie du bip doux et régulier des ventilateurs et moniteurs.
J'ai approché la petite incubatrice lentement, mes jambes faibles et instables. Et regardé en bas la plus petite créature humaine que j'avais jamais vue. Elle était emmaillotée dans une fine couverture, sa petite poitrine s'élevant et tombant en respiration superficielle et laborieuse. Des fils et tubes attachés à son corps fragile pour la garder en vie. Des larmes ont enfin glissé sur mes joues alors, silencieuses et sans fin. J'ai tendu la main à travers les pores de l'incubatrice. Mon doigt effleurant sa petite main tremblante. Ses doigts se sont courbés faiblement autour des miens, et à ce moment, toute la colère. Toute la trahison. Toute la ruine financière et l'effondrement marital se sont estompés pour une seconde. Tout ce que j'ai ressenti était un amour pur et écrasant et une perte insupportable. Je suis resté assise là à côté de son incubatrice pendant 3 heures d'affilée. Je lui ai parlé doucement, lui ai dit qu'elle était courageuse. Lui ai dit que je l'aimais plus que tout au monde. Lui ai dit que j'étais tellement désolé de ne pas avoir pu la garder en sécurité. Je me suis excusé d'avoir fait confiance au mauvais homme. D'avoir laissé l'égoïsme de quelqu'un d'autre voler sa chance de vie. Dehors de la vitre, je pouvais voir Ethan et Chloé se tenant raides et silencieux. Ils ne faisaient pas leur deuil. Ils étaient maladroits, inconfortables, piégés dans les suites de leur choix destructeur. J'ai regardé Chloé vérifier son téléphone plusieurs fois. Regardant les notifications pendant que mon bébé s'éteignait. J'ai regardé Ethan faire les 100 pas. Alternant entre fixer le sol et lancer des regards coupables à travers la fenêtre vers moi. À mi-chemin de ma veille, mon avocate m'a envoyé un texto avec une mise à jour qui a glacé mon cœur. Nouvelle découverte de recherche d'archives publiques. Ethan a un compte d'épargne personnel séparé qu'il a caché pendant 7 mois. Dépôt en espèces réguliers, pas de traces papier liées aux finances communes. Les preuves préliminaires montrent qu'il planifiait la séparation des actifs bien avant l'incident. D'hier soir. Il avait l'intention de te laisser avec la dette hypothécaire et 0 fonds de réserve pendant qu'il liquidait l'argent caché pour sa nouvelle relation. Ma tête est tombée en avant, reposant doucement contre le plastique froid de l'incubatrice. Ce n'était pas juste une liaison spontanée. C'était un plan calculé sur des mois. Il n'avait pas juste trompé. Il avait saboté financièrement toute notre vie, se préparant à m'abandonner, moi et notre bébé. Bien avant que mes os ne se rompent dans cette tempête. Il m'avait regardé lutter pour couvrir les factures. M'avait regardé sauter des repas pour économiser de l'argent pour le bébé. M'avait regardé stresser pour les échéances hypothécaires. Tout en mettant de côté de l'argent secret pour commencer une nouvelle vie sans moi. La réalisation était plus froide que n'importe quel froid d'hôpital. Plus tranchante que n'importe quelle douleur d'accouchement que j'avais endurée. Peu avant midi, les bips du moniteur ont commencé à ralentir. Le rythme régulier est devenu sporadique, faible, brisé. L'équipe médicale est entrée à côté de moi, travaillant rapidement, ajustant les réglages. Administrant des médicaments d'urgence, mais rien n'a aidé. Son petit corps était trop faible, ses dommages trop sévères. Je me suis penché près, murmurant un dernier « Je t'aime » et ai tenu sa main jusqu'à la toute fin. Le ton de ligne plate a coupé à travers le calme de la NICU à exactement 12h17 p.m. L'infirmière a doucement couvert l'incubatrice d'une douce couverture bleue, la protégeant de la vue. Je suis resté là immobile, vide, chaque partie de moi qui avait été pleine d'espoir. Aimante et pardonnante complètement brûlée. Je me suis retourné et suis sorti de la NICU quelques instants plus tard, mais pas stable. Mon visage complètement vide. Ethan s'est précipité vers moi à la seconde où j'ai mis le pied dans le couloir. Tendant la main vers moi, prêt à s'effondrer dans une autre ronde de deuil dramatique. Je me suis écarté proprement de sa portée, et sorti mon téléphone. Et ai tenu l'écran pour qu'il voie le rapport complet de l'avocate sur son compte bancaire caché. Tu n'as pas juste ruiné notre famille hier soir, ai-je dit calmement. Tu l'as pillé de l'intérieur pendant presque 1 an. Tu planifiais de me laisser ruiner, endetté. Élevant un bébé seul sans filet de sécurité. Ce n'est pas une erreur. Ethan. C'est de la cruauté préméditée. Son visage s'est vidé de toute couleur.
Il a ouvert la bouche pour mentir, nier, supplier. Mais je l'ai coupé avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot. Les papiers de divorce sont officiellement déposés. Mon avocate soumet tous les relevés bancaires. Preuve de liaison et documentation d'actifs cachés au tribunal d'ici la fin de la journée. Je ne divise pas juste les actifs matrimoniaux. Je dépose pour restitution financière complète. Dommages punitifs pour fraude matrimoniale. Et déchéance complète de tes droits conjugaux. Tu sortiras de ce mariage avec rien d'autre que ta dette et tes regrets. Chloé s'est raidie derrière lui, sa façade parfaite craquant enfin. Elle s'était inscrite pour un homme marié charmant avec revenus disponibles. Pas pour un homme ruiné faisant face à une ruine financière ordonnée par le tribunal et des dossiers publics de fraude matrimoniale. Ethan m'a fixé, brisé et désespéré. Réalisant pour la première fois que chaque choix qu'il avait fait l'avait mené à tout perdre. Sa fille, son mariage, ses finances, sa réputation. Mais même son remords écrasant ne pouvait pas changer la vérité irréversible suspendue au-dessus d'eux. Nous tous. J'avais perdu mon bébé pour toujours. Et il était sur le point de perdre chaque chose qu'il avait égoïstement essayé d'amasser pour lui-même. Le couloir de l'hôpital semblait sans fin et stérile. Les lumières au plafond brûlant trop fort après le calme tamisé de la NICU. J'étais encore là dans ma fine blouse d'hôpital. La douleur chirurgicale palpitant profondément dans mon noyau. Chaque battement de cœur un rappel calme de ce que j'avais perdu. Le corps entier d'Ethan tremblait, sa culpabilité n'étant plus performative. Mais brute et déchirée maintenant que notre bébé était parti. Pourtant je ne ressentais aucune sympathie pour lui. Le deuil n'effaçait pas son année de mensonges, ses économies cachées. Son choix délibéré de m'abandonner pendant une crise potentiellement mortelle. Chloé n'est pas restée longtemps après ça. Un regard vif sur le visage dévasté d'Ethan, un rapide défilement sur son téléphone. Et je l'ai regardé reculer vers les portes de sortie, son acte timide complètement abandonné. Elle était venue ici pour absorber son attention et vivre de notre argent marital. Maintenant que le conte de fées s'était écrasé dans la perte d'un nourrisson et une ruine légale publique, elle n'avait aucune raison de rester. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle marmonné, surtout pour elle-même. Je ne me suis pas inscrite pour du deuil ou des procès. Je suis désolée pour ta perte, Mia. Mais c'est trop. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a tourné les talons et est sortie directement de l'hôpital. Laissant Ethan échouer dans le couloir avec rien d'autre que sa culpabilité et un mariage brisé qu'il avait détruit seul. Plus de murmures doux, plus de dépendance paniquée. Plus de rendez-vous tardifs financés par notre budget ménager. Sa loyauté ne s'étendait qu'aussi loin que son argent disponible et sa liberté de conséquence. Ethan ne l'a même pas poursuivi. Il n'en avait pas l'énergie. Ses yeux restaient verrouillés sur moi, rouges et gonflés, ses mains pendantes inutiles à ses côtés. Pour la première fois dans nos 8 ans de mariage, il semblait vraiment impuissant. Pas d'excuses, pas de mensonges professionnels, pas de déviation charmante. Juste un homme fixant le naufrage irréversible qu'il avait construit. Mia, s'il te plaît, a-t-il murmuré, sa voix rauque et brisée. Laisse-moi rester avec toi. Laisse-moi m'occuper des arrangements funéraires. Des factures d'hôpital, tout. Je te dois ça. Je te dois tout ce qui me reste. J'ai laissé échapper un souffle calme et vide. Écoutez, je n'avais pas besoin de sa charité. Je n'avais pas besoin de ses dernières tentatives de rédemption. J'avais déjà reconstruit tout mon plan pour l'avenir pendant qu'il était occupé à ruiner le nôtre. Tu n'as plus le droit de rien faire pour moi, ai-je dit simplement. Tu as perdu tous les droits de prendre soin de moi ou de notre enfant à la seconde où tu es parti. En voiture dans cette tempête. Tout ce que tu vas faire maintenant est de te conformer à chaque ordre du tribunal et de payer chaque centime que tu dois. Je me suis retourné et suis passé devant lui. Descendant le long couloir vers le bureau des sorties. J'ai signé mes propres papiers de sortie 1 heure plus tard. Déclinant toutes les offres de soins à domicile de suivi recommandées par l'hôpital.
Je ne voulais pas d'infirmière vérifiant sur moi. Je ne voulais la pitié de personne. La pitié ne ramènerait pas mon bébé. La pitié n'annulerait pas l'année de sabotage financier et de trahison. J'ai appelé un covoiturage pour rentrer seul à notre maison de banlieue. La pluie avait complètement disparu à midi, le ciel brillant et dur. Le quartier paraissant anormalement normal. Les voisins promenaient leurs chiens, poussaient des poussettes. Chargeaient des courses dans leurs coffres. Personne ne savait que la femme de la maison bleue à 2 étages au bout de la rue venait de perdre son bébé et son mariage en une nuit brutale. La maison semblait hantée à la seconde où j'ai mis le pied à l'intérieur. Le sol de l'entrée avait encore la légère indentation où je m'étais effondré et avait saigné des heures plus tôt. Le porte-manteau tenait encore ma veste de maternité vide. Les couvertures de bébé que j'avais pliées soigneusement empilées sur le canapé. La boîte de berceau non ouverte dans le coin de la chambre d'amis. Chaque coin contenait la preuve d'un avenir que nous étions censés avoir. Un avenir qu'Ethan avait jeté. J'ai passé le reste de la journée à emballer de petits objets personnels pendant que mon avocate travaillait des heures supplémentaires sur l'affaire. Sarah Fisher m'a envoyé des mises à jour continues tout au long de l'après-midi. Chaque nouvelle preuve pire que la précédente. Le compte d'épargne caché d'Ethan contenait près de 14 000 $, argent qu'il avait mis de côté en prélevant des bonus hebdomadaires, en sautant des paiements de factures ménagères et en coupant les coins sur nos dépenses de vie nécessaires. Il avait aussi programmé une demande de bail pour un studio en centre-ville 3 mois plus tôt, planifiant entièrement de déménager avec Chloé une fois qu'il aurait économisé assez pour me laisser coincé avec l'hypothèque, les factures d'utilité, et un nouveau-né sans soutien financier. Ce n'était pas un lapsus momentané. C'était une stratégie de sortie à long terme. Élaborée lentement pendant que je priorisais la stabilité de notre famille. Le dépôt au tribunal est devenu officiel à 16 h ce jour-là. Les archives du tribunal familial du Texas ont été mises à jour instantanément. Enregistrant la pétition de divorce, la réclamation de fraude matrimoniale et la motion pour restitution complète des actifs. Mon avocate a expliqué clairement les chances de décision, au Texas. Le gaspillage matrimonial provenant d'infidélité et d'actifs cachés qualifie pour des dommages punitifs, surtout quand la fraude coïncidait directement avec une grossesse à haut risque et un préjudice maternel catastrophique. Ethan s'est montré à la maison au crépuscule, les clés tintant dans sa main. Ses épaules affaissées en défaite. Il n'a pas essayé d'entrer comme s'il possédait encore l'endroit. Il s'est tenu sur le porche avant, chaussures tachées de pluie sur la marche en béton. Et m'a fixé à travers la porte moustiquaire comme si j'étais une étrangère qu'il avait gravement blessée. J'ai eu la notification du tribunal, a-t-il dit calmement. Il gèle tous mes comptes secondaires. Mon chèque de bonus de travail est retenu en attendant l'enquête sur les actifs. Mia, je vais tout perdre. Tu as déjà tout perdu, ai-je répondu, sans lever les yeux de la valise que j'emballais. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Tu as perdu ta fille en premier. Tout le reste n'est que conséquence. Il a poussé lentement la porte moustiquaire. Entrant dans la maison que nous avions construite ensemble, ses yeux balayant chaque mur. Chaque cadre photo de nos jours plus jeunes et plus heureux. Il s'est arrêté aux photos de maternité accrochées dans le salon, son visage s'effondrant à nouveau. J'étais égoïste, a-t-il admis, plus de mensonges, plus d'excuses. Je me suis ennuyé, je suis devenu avide. Je pensais que je pouvais avoir à la fois la vie stable avec toi et le frisson de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas pris le temps de penser à ce que ça coûterait. Je n'ai jamais pensé que je perdrais le bébé. Je n'ai jamais pensé que je te briserais aussi complètement. Tu ne m'as pas brisé, l'ai-je corrigé, fermant enfin la valise. Tu as brisé notre famille. Je suis juste celle qui reste pour nettoyer ton bazar. Je lui ai tendu une pile de relevés bancaires imprimés, les enregistrements du compte caché. La preuve de bail d'appartement, tous signalés et organisés pour le tribunal. Il les a pris avec des mains tremblantes.
fixant les preuves de sa propre tromperie comme s'il les voyait pour la première fois. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans un flou froid et mécanique. J'ai arrangé le service commémoratif privé de notre fille seule. Aucun membre de la famille du côté d'Ethan n'est venu. Trop effrayés pour affronter la vérité de ce que leur fils avait fait. Quelques-uns de mes proches collègues sont venus, calmes et soutenants. Mais surtout j'ai fait mon deuil seul, sans faux réconfort, sans platitude vide. L'audience au tribunal a eu lieu 30 jours plus tard. Le juge a examiné toutes les preuves minutieusement, les transactions bancaires effacées, les économies cachées, les déclarations des témoins du personnel hospitalier sur l'absence d'Ethan pendant mon urgence d'accouchement, les posts sur les réseaux sociaux de Chloé la nuit où notre bébé a décliné. La décision finale a été sans équivoque. Le tribunal a jugé que le secret financier d'Ethan et les dépenses liées à la liaison constituaient un gaspillage matrimonial volontaire. Il a été ordonné de rembourser chaque dollar dépensé pour Chloé, de couvrir toutes les factures d'hôpital et commémoratives en totalité, et de céder 70% de tous les actifs matrimoniaux à moi pour compenser la détresse émotionnelle, le traumatisme médical et la perte de sécurité familiale. Il est resté avec seulement son véhicule personnel et une petite portion de ses salaires futurs, saisis mensuellement pour restitution conjugale. La maison, les économies communes, les fonds de retraite que nous avions construits ensemble tout à moi. Le juge a clairement indiqué que son abandon délibéré pendant une urgence maternelle potentiellement mortelle avait pesé lourdement sur la décision finale. Chloé a ghosté Ethan complètement dans les 2 semaines suivant la décision du tribunal. Elle a bloqué son numéro, supprimé toutes leurs photos, et quitté son poste à la firme de vente pour déménager dans une autre ville. Elle ne voulait aucune association avec un homme noyant dans une dette légale et une honte suburbaine publique. Ethan a essayé de me contacter des dizaines de fois après la décision. Textos suppliant pour le pardon, messages vocaux s'effondrant en larmes. Lettres manuscrites laissées sur mon porche. Il est même venu à mon nouvel appartement une fois, restant dans le parking pendant des heures, juste à fixer ma fenêtre. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais ouvert les lettres. Je ne l'ai jamais laissé revenir dans ma vie. J'ai vendu l'ancienne maison de banlieue un mois après la finalisation du divorce. Je ne supportais pas de vivre dans l'espace où j'avais supplié pour de l'aide pendant que mon mari choisissait une autre femme, où l'avenir de mon bébé était mort avant même de commencer. Je suis déménagé dans un petit appartement calme en centre-ville, proche de mon nouveau poste administratif à temps plein, sans stress d'hypothèque, sans souvenirs persistants s'accrochant à chaque mur. J'ai encore de mauvais jours. Des jours où le deuil s'abat sur moi si fort que je ne peux pas respirer. Des jours où je repasse cette nuit pluvieuse encore et encore, me demandant si les choses auraient été différentes s'il était resté à la maison. S'il nous avait choisis, s'il avait assez aimé notre famille pour être fidèle. Mais je ne regrette jamais mon choix de le laisser brisé et responsable. La semaine dernière, je l'ai vu à l'épicerie. Il avait l'air décharné, fatigué, dépouillé de son charme habituel. Il faisait les courses seul, achetant des repas surgelés bon marché et des courses génériques. Sans articles de luxe, sans argent en trop pour gâter quiconque. Quand il m'a vu, il s'est figé au milieu d'un pas, ses yeux se remplissant de chagrin frais. Il n'est pas venu vers moi. Il n'a pas parlé. Il a juste fixé, comme s'il mémorisait la version de moi qu'il avait détruite. La vie qu'il avait jetée pour une liaison temporaire et un frisson vide. Je suis passé devant lui sans un seul regard en arrière. J'ai payé mes courses, suis sorti dans la lumière du soleil, et suis monté dans ma voiture. Il est resté avec des regrets sans fin, une dette écrasante. Et la connaissance permanente que ses choix égoïstes ont tué son enfant et ruiné toute sa vie. Je suis resté avec du deuil, oui. Mais je suis aussi resté avec la liberté. La liberté des mensonges, de la manipulation financière. D'aimer quelqu'un qui ne m'a jamais mérité. La tempête a pris mon bébé et mon mariage. Mais elle a aussi dépouillé chaque couche fausse de la vie à laquelle je m'accrochais. Et je suis enfin libre de construire quelque chose de nouveau,
Quelque chose de calme. Quelque chose entièrement à moi, même avec l'espace vide dans mon cœur qui ne guérira jamais. Complètement.